Ça nous fait plaisir et c'est un honneur pour nous d'être reçus chez vous. Et tout à l'heure, le président Gnagnon était en train de nous remercier. Mais si tout ça a pu avoir lieu, c'est grâce à lui. Donc qu'il en soit aussi remercié. Dans son intervention, nous comprenons aisément que depuis les indépendances jusqu'à maintenant, nos États ont fonctionné dans la tergiversation, des changements perpétuels sans une vision globale. À chaque fois que nous rencontrons des difficultés, nous changeons de direction sans avoir un objectif fixé à l'avance. Ce qui fait que aujourd'hui, l'Afrique s'interroge, les peuples africains s'interrogent. Et leur première préoccupation est d'ordre existentiel. Les problèmes de gouvernance, donc, qui conduisent à cette insécurité dans nos différents États, le problème de nourriture, comment se loger, comment se soigner, un tel peuple ne peut pas penser à l'avenir. Donc cette préoccupation existentielle fait que nous ne pensons pas à l'éducation pour préparer la relève de demain. Ce désespoir est tel que nous pensons que cette pauvreté galopante là, cette insécurité ou la corruption endémique sont de l'ordre de la fatalité. Or, ce n'est pas de la fatalité. Mais puisque nous ne savons pas à quel sein nous vouer, nous ne voyons pas le bout du tunnel, finalement, nos populations sont résolues à dire que c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Je prendrai juste un exemple très frappant d'un pays qui a été dans la même situation que nos différents États à un certain moment, mais qui aujourd'hui est cité parmi les meilleurs pays de l'OCDE. Je vais prendre l'exemple du Singapour. Nous tous, ici, nous connaissons l'histoire de ce pays. Cela va rappeler l'importance capitale de la gouvernance politique dans le développement d'une nation. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer du succès de ce petit État d'Asie du Sud-Est pour développer notre continent, l'Afrique? Premièrement, il y a eu un leadership visionnaire et une stabilité politique. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Dr Gnagnon, sans leadership visionnaire, on ne peut pas parler d'avancée, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de sécurité alimentaire, on ne peut pas parler non plus de liberté fondamentale. Donc il y a eu le leadership visionnaire incarné par Lee Kuan Yew, qui a tracé des lignes directrices claires pour son peuple. Mais ils ont surtout valorisé les valeurs fondamentales, les valeurs cardinales que sont la loyauté, la fidélité et la persévérance. Certes, on dira qu'ils ont profité du confucianisme parce que c'est des peuples très très disciplinés par rapport à nos peuples qui sont souvent réfractaires. C'est ce qui leur a permis cela. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu deuxièmement une politique axée sur l'éducation et l'innovation. Lorsque le Singapour s'est séparé de la Malaisie, puisque la Malaisie était un État fédéral où il y avait beaucoup de peuples, les difficultés faisaient qu'ils ont éjecté Singapour. Il y a eu des élections, le parti de Kuan Yew ayant gagné les élections mais n'était pas préparé à gouverner, ils ont tout de suite compris qu'il fallait agir vite et surtout avoir en vue leur sécurité, et ils ont pris en compte la préoccupation majeure de la population. Donc, ils se sont rapprochés de l'Israël, de la Grande-Bretagne pour former une armée d'élite qui allait assurer la stabilité des institutions. Et mieux, le leader Yew a pris quelques années sabbatiques parce que, comme il a étudié en Grande-Bretagne, son pays était membre du Commonwealth, colonisé par, donc il faisait partie de l'Empire britannique. Il connaissait tous les affaires politiques du côté de la Grande-Bretagne, mais du côté des États-Unis, qui était devenu le leader mondial,
il ne connaissait personne, il a pris quelques années, il est allé étudier à Harvard, il était Premier ministre, il s'est libéré, il a mis quelqu'un à sa place, il est allé étudier, il est revenu. Ce qui lui permettait d'accéder à tous les grands de ce monde. Et cela a permis de garder la ligne vers leur objectif qui était le développement au bénéfice de leur population. Troisième valeur, c'était la promotion de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Malheureusement, nos États ont pensé tout faire. Il y a eu des moments dans certains de nos pays où il y avait même des ravitaillements qui étaient organisés. Tu es là, on te demande de rien faire. Ceux qui travaillent sont expropriés des résultats de leur travail, on donne aux autres. En tout cas, dans notre pays, cela a été expérimenté, le ravitaillement. Donc, de sorte que même ceux qui travaillaient ont arrêté de travailler. Parce qu'au lieu de les encourager, on les décourageait en leur retirant le bénéfice de leur sieur, alors qu'ils devaient en jouir. Donc, il y a la promotion de l'investissement et de l'entrepreneuriat. C'est ce que Singapour a réussi. Ils ont créé des conditions propices aux affaires en adoptant les politiques favorables au développement et surtout à l'entrepreneuriat. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, comme aujourd'hui la Chine ou Bangladesh, les entreprises occidentales délocalisaient et ça permettait de créer de la main-d'œuvre parce qu'il y avait la main-d'œuvre qualifiée et bon marché. Donc, les défis auxquels nous faisons face, nos pays peuvent être différents de ces défis-là. Mais, dans les années 60, on avait le même niveau de développement que ces différents pays. Comment se fait-il que ces différents pays ont réussi à sortir de la précarité et sont devenus aujourd'hui des modèles de développement, des modèles de démocratie et des modèles de liberté, alors que nous continuons toujours à tourner en rond? La première des choses, c'est qu'ils ont adapté les connaissances et tout ce qu'ils importent de l'Occident à leur culture, à leurs valeurs. Nous avions avant des modèles de développement. On a des valeurs. Lorsque nous faisons du copier-coller, ça ne marche pas. Il faut qu'on adapte ce qu'on prend chez autrui à nos réalités. Cela ne se fait pas dans nos différents États. Nous faisons, aujourd'hui je prends au niveau de l'enseignement supérieur, dans tous nos pays, nous pratiquons le système LMD, qui requiert beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Les enseignants-chercheurs qui sont là me sont témoins. Et nous faisons souvent dans nos pays du LMD à minima. On a pris l'esprit de la chose, on a pris juste le modèle, mais l'essence de la chose n'est pas. Donc de sorte que même la qualité de formation qu'il y avait avant, qu'on était en train de fustiger, ça s'est détérioré. Tout ça parce que nous ne tenons pas compte de nos réalités et de nos valeurs. Nous voulons faire du copier-coller. Or, on aurait pu profiter de la mondialisation en capitalisant sur les acquis des autres et ça nous aurait permis d'éviter d'être obligés de passer, de pratiquer le même parcours. Parce qu'à l'allure où nous sommes en train d'aller, on est aux années 1700, puisque en matière de développement, nous voulons suivre le rythme de la France ou des pays qui constituent ce que nous suivons de façon aveugle. Donc, on peut aujourd'hui, grâce à cette mondialisation et à l'ouverture que nos pays connaissent aujourd'hui, parce que il y a quelques années, on n'avait pas cette ouverture, on peut aujourd'hui profiter des connaissances au niveau mondial, les transplanter chez nous en tenant compte de nos réalités socio-culturelles et surtout en profitant du potentiel démographique que nous avons, parce qu'aujourd'hui c'est le continent le plus jeune. Nous savons qu'est-ce qui a fait l'essor économique de la Chine, c'est ce boom démographique. De l'autre côté, on est en train de nous dire qu'avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas une bonne chose, mais nos propres parents savaient que la valeur d'un homme était liée au nombre d'enfants qu'il a au sein de sa famille. La notabilité vient de là. Donc, dans notre culture, il faut avoir beaucoup d'enfants pour être un grand. On peut bien entendu capitaliser sur ça. Les réalités ne sont plus les mêmes, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, ceux qui sont mieux lotis, c'est ceux qui ont eu beaucoup d'enfants.
Puisque, comme on dit, si tu as deux qui ont réussi, c'est mieux que si tu n'as qu'un seul qui réussit, et vice-versa. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, en conclusion, je pourrais dire que, ayant un potentiel immense au niveau des ressources naturelles, si nous réussissons à investir le maximum possible dans le domaine de l'éducation, ça nous permettrait aujourd'hui d'imiter Singapour et les autres dragons de l'Asie en investissant au maximum dans le domaine de l'éducation, mais une éducation adaptée à nos réalités, prenant en compte la culture de nos différentes nations. Je terminerai en disant que le modérateur aurait dû peut-être dire ça. Nous sommes acteurs politiques, mais ce n'est pas ça notre profession. Puisque ce qui a créé des problèmes dans nos différents pays aussi, c'est le fait que les acteurs politiques font de la politique leur profession. Donc c'est leur mangement. Nous avons nos activités professionnelles. Moi, je suis enseignant-chercheur, mais je suis aussi producteur agricole et entrepreneur. Donc, je m'en vais m'arrêter là, tout en vous remerciant de votre attention soutenue, mais surtout de l'hospitalité que vous nous accordez depuis notre arrivée. Merci beaucoup. Merci donc.